Donc, je remercie Gabriel et puis Jean Dolbeau pour leur invitation. Vous êtes un public auquel je suis peu habitué, je reconnais volontiers. Moi, je suis médecin. Le travail de l'oncologue médical, c'est de prendre en charge les gens qui ont le cancer à tous les stades de la maladie, et spécifiquement par rapport à des chirurgiens ou des médecins de radiothérapie. Notre boulot principal, c'est de prescrire des médicaments du cancer et pas du tout de faire de la virologie ou de l'infectiologie, qui n'est absolument pas notre travail. Mais dans un contexte exceptionnel comme celui qu'on traverse actuellement et qu'on continue encore à traverser, je pense que tous les médecins de quasiment tous les pays du monde ont dû d'un seul coup apprendre une maladie nouvelle et voir comment composer avec leur activité principale. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie de cancérologue avec le Covid-19, mais ce qui m'a été demandé, et j'espère ne pas me tromper, c'est vous donner la vision d'un médecin parmi d'autres qui travaille dans un hôpital, qui se trouve être un hôpital de cancérologie, mais ce n'est presque pas la question principale, de cette maladie aujourd'hui pour ce qu'on en sait et surtout tout ce qu'on ne sait pas. Donc j'ai une trentaine de diapositives, ça devrait durer, je ne sais pas, peut-être 20-25 minutes, quelque chose comme ça. C'est souvent un peu plus lent, hein, maintenant qu'on commence à faire des topos comme ça en webinaire, on en fait nous pas si souvent que ça, mais c'est souvent un peu plus lent qu'en direct. Et surtout, vous n'hésitez pas à m'arrêter en cours de route s'il y a le moindre problème, ça ne me gêne absolument pas. Alors on y va. Donc première chose, d'abord quelques définitions. Hein, qu'est-ce qu'on appelle Covid-19? Donc Covid-19, c'est la maladie, le disease, un coronavirus de 2019. Donc Covid-19, c'est le nom de la maladie. Et qu'il faut séparer de SARS-CoV-2, SARS qui est l'acronyme anglais pour Severe Acute Respiratory Syndrome, ou syndrome de détresse respiratoire aiguë, on verra ça un peu plus tard dans l'exposé, et qui est en fait la pathologie liée à ce virus, qui est un coronavirus, et qui est le numéro 2 par rapport au numéro X, enfin qui était le numéro 0, qui est celui qui avait été isolé en 2002 lors de la première épidémie de ce type-là, il n'y a pas tout à fait 20 ans. Avec, vous voyez déjà à l'époque, une mortalité de 10%, ce qui est assez considérable pour une maladie de ce type-là. Et puis, il y avait une deuxième émergence de cette famille de coronavirus, de le Middle East Respiratory Syndrome, qui avait été très bref, assez grave, comme vous voyez, mais très bref, par rapport même au SARS-CoV-1, et bien sûr beaucoup plus bref que le SARS-CoV-2 qu'on subit actuellement. Donc SARS-CoV-2, c'est le nom du virus, et Covid-19, c'est le nom de la maladie. Alors, sur le plan de la phylogénétique de ces virus-là, hein, alors ce qu'on appelle phylogénétique, c'est la divergence génétique des virus, comme notre divergence génétique dans l'espèce humaine, c'est la même chose, hein, avec des troncs génétiques communs qui sont figurés là, et puis qui se répartissent en sous-espèces ou lignages, comme vous voyez là, et qui montrent que ces virus sont très fortement apparentés au coronavirus de l'hôte le plus fréquent, qui est le bat, hein, la chauve-souris, avec des lignées, oui, le MERS-CoV qui est ici de la lignée C, et puis le SARS-CoV qui était la première émergence chez l'homme, donc il y a 18 ans, SARS-CoV ou SARS-CoV-1. Et le SARS-CoV-2, là, à l'époque de cette diapo, il n'était pas encore tout à fait dénommé, se situe là, donc il est extrêmement proche du SARS-CoV-1, et c'est pour ça qu'on a apparenté ces maladies, qu'on les a dénommées, ou qu'on a dénommé les virus qui sont à l'origine de la même manière. Un autre élément important, et c'est la raison pour laquelle on les a nommés aussi de la même manière, c'est qu'ils ont un récepteur commun, j'y reviendrai tout à l'heure, le récepteur étant l'interface entre le virus et l'espèce humaine, et les cellules humaines qui font que ce virus est pathogène, donc génère des pathologies chez l'homme. Pour le MERS, c'est un récepteur différent qui s'appelle CD26, peu importe. Alors voilà à quoi ça ressemble en vision élégante et modélisée après analyse de la structure virale. Corona, ça veut dire qu'il y a une couronne, hein, et la couronne, c'est cette protéine-là, qui est la protéine violette, qui s'appelle en fait de son nom réel la spike glycoprotéine, parce qu'elle fait des spikes, hein, des petites piques. Et glycoprotéine, ça veut dire que c'est une protéine qui supporte des radicaux glucose, qui sont la manière de différencier de manière finale les protéines. Et cette protéine spike, on va voir son rôle essentiel dans un instant, est associée à d'autres protéines qui forment la membrane virale, hein, qui est cette couche rouge que vous voyez là, et ces protéines qui sont des protéines de reconnaissance antigénique et qui contribuent à la réponse immunitaire.
Et à l'intérieur de ça, vous avez le génome du virus, hein, qui est de l'ARN, et qui est associé à des protéines qu'on appelle N-protéines, qui font la structure et le corps génétique, et c'est ça qui est transmis en fait lors de la réplication virale, et qui porte l'information génétique du virus. Alors, la spike protéine. Alors, comment se transmet le virus, avant de revenir à ça? Le virus, il se transmet, vous l'avez suffisamment entendu depuis maintenant des mois et des mois, alors par les contacts assez rapprochés. Donc, le mètre de distance, ce n'est pas tout à fait une mince affaire, ça c'est une vérité physique. 15 minutes parce que, au bout d'un moment, il y a un aérosol autour de nous qui est peut-être trop concentré. Il faut savoir que le virus survit, en tous les cas, on retrouve des éléments de présence virale sur les surfaces pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Après, la difficulté qu'on a, c'est de dire si ces éléments de présence virale, qui peuvent être soit des fragments protéiques, soit des séquences d'ARN virales, est pathogène ou pas. Ce n'est pas si évident que ça. Il est vraisemblable que pendant les premières heures, c'est pathogène et qu'il y a une partie de la transmission qui se fait par le contact avec les surfaces. Néanmoins, au bout de quelques heures, voire quelques jours, on ne sait pas du tout si cette présence détectée est pathogène ou pas. Néanmoins, là, le principe de précaution s'applique et ça suppose, quand on parle de mesures barrières, nettoyer ses mains, bien sûr, mais nettoyer les surfaces de contact, les poignées de porte, les bureaux, les ordinateurs partagés, etc. Les modèles d'incubation, alors ils sont maintenant à peu près stables, c'est assez rapide. Et là, alors, je vous ai mis beaucoup de figures, mais je ne vous ai pas mis toutes les courbes, mais il y a des courbes assez élégantes, issues notamment des premiers travaux chinois, qui montrent qu'il y a vraiment un pic en fait, d'apparition des symptômes 3-4 jours après le comptage supposé, autrement dit le lien avec la personne contact. Mais on sait aussi qu'on a des patients qui développent des symptômes cliniques, en tous les cas. Ils étaient peut-être infectés avant, mais ils n'avaient pas de symptômes, mais ils développent des symptômes cliniques jusqu'à 14 jours, voire parfois un peu plus, après le contact supposé. Et enfin, comme beaucoup de maladies virales, le virus ou des particules virales peuvent se retrouver dans pratiquement tous les liquides biologiques, le sang, les urines, les selles, les larmes, bien sûr l'expectoration pulmonaire et autres. Ce qui explique aussi la contagiosité, en tous les cas une partie de la contagiosité. Alors pourquoi on parle de contact rapproché? Vous avez là une expérience assez rigolote. Et je vous invite à vous reporter au papier là, du New England Journal of Medicine. Hein. Le New England Journal of Medicine, c'est en matière de journaux cliniques, notre journal de référence, hein, c'est celui qui est le mieux coté et le plus lu dans toutes les disciplines médicales. Et il y a un petit papier assez rigolo, là, signé par Patrick Affinrud, qui montre avec des expériences de diffraction laser, et c'est des vidéos que je n'ai pas réussi à capturer pour vous les montrer. Donc j'ai pris simplement 2 screenshots. Voici le produit de la parole. Donc, je suis en train de vous parler. Je suis à peu près à 70 cm de mon ordinateur. Et je peux vous dire que mon ordinateur est inondé de gouttelettes, donc le clavier, l'écran, et qui sont ces gouttelettes que vous voyez là, ici, à partir du moment où on parle. Hein, là, c'est la bouche, en fait, de la personne qui parle, donc qui est mise dans une atmosphère noire, et simplement avec une lumière laser verte. Et vous voyez que la diffraction fait qu'on capture ces gouttelettes innombrables qu'on émet en parlant, qu'on le veuille ou non. Et quand on met un masque, hein, c'est l'image du bas, vous voyez que la parole est là, et bien que les gouttelettes sont pratiquement complètement freinées par le masque, à condition d'avoir un masque de bonne qualité et de le porter comme il faut. L'autre élément important, c'est que ces données-là modélisent, et c'est la partie haute, c'est la partie haute de la diapositive, modélise le nuage d'aérosol dans lequel nous sommes lorsque nous marchons et a fortiori lorsque nous courons, autrement dit avec une ventilation, un effort respiratoire qui est supérieur. Eh bien, on diffuse derrière nous, vous voyez la personne qui court là, diffuse derrière elle tout ce nuage ici de gouttelettes qui peut persister plusieurs minutes en suspension. Et donc les personnes qui suivent, quand on voit là, tous les joggeurs sur les quais de Seine en ce moment, méfions-nous, il faut être un petit peu à distance si on ne veut pas être dans l'aérosol invisible et impalpable de la personne qui nous précède. Et cette modélisation de l'efficacité des masques, vous voyez, peut s'observer de la manière suivante, en calculant ce qu'on appelle le R0. Le R0, c'est le coefficient de contagiosité. Autrement dit, quand vous avez un R0 de 2,4, ça signifie qu'on admet qu'en moyenne, une personne malade et contagieuse contaminera 2,4 personnes. Et on réduit ce facteur, vous voyez, 1,5 et 1, en fonction de l'efficacité du masque. Donc il faut un masque de bonne qualité
et qui ne soient pas détériorés, par exemple quand c'est des masques de type chirurgical comme ceux que nous utilisons, comme celui-ci que vous voyez là. Ils ont une durée de vie qui est limitée. Si on les utilise au-delà, la qualité se perd. Et puis bien sûr l'adhérence, autrement dit le fait de le porter et de bien le porter. Il y a des règles pour porter des masques. Mais néanmoins, quand on le porte, l'efficacité est importante et oui, d'approcher pratiquement le facteur 0 de contagiosité, ce qui correspond exactement à ce qu'on a vu là avec la réduction de l'aérosol spontanément émis par la parole. Alors pourquoi c'est important? Parce que le virus qui est porté dans l'air par les gouttelettes va trouver sa cible biologique, qui sont ce qu'on appelle des cellules épithéliales. Alors qu'est-ce que c'est que les cellules épithéliales? C'est donc le corps humain est composé d'organes, les organes sont composés de tissus, et à l'intérieur de ces tissus, il y a plusieurs couches, plusieurs fonctions différentes. On distingue schématiquement ce qu'on appelle ici la couche que j'ai fléchée en bleu, la couche épithéliale. Épithéliale, ça veut dire de surface, qui est à la surface, donc qui est au contact de l'air, par exemple, quand il s'agit du tissu pulmonaire ou de ce qu'on appelle les voies aérodigestives supérieures, la cavité nasale et la bouche. Et ces cellules de surface, dites cellules épithéliales, sont celles qui vont être en contact avec tout ce qui est à l'extérieur, l'air et puis toutes les particules qu'il y a dans l'air. Et puis vous avez en dessous ce qu'on appelle un chorion ou un tissu de soutien, qui est l'autre partie qui est là, et qui est le tissu de soutien, c'est-à-dire qui apporte les nerfs, les vaisseaux, l'oxygène, bref, tout ce qui contribue au fait que la cellule épithéliale puisse remplir sa fonction, puisque c'est elle qui porte en général l'aspect, la fonction noble de l'organe. Donc, en ce qui concerne les virus portés par les gouttelettes, qui sont donc transmis par voie aérienne, il y a des cellules de l'épithélium nasal, donc le nez, bien sûr la cavité buccale, et puis les voies aérodigestives profondes, c'est-à-dire à l'intérieur des bronches, et puis à la fin, ce qu'on appelle le parenchyme, c'est-à-dire les alvéoles étant au bout du poumon, les petits sacs, ce sont des sacs microscopiques, mais ce sont ces sacs-là qui contiennent l'air, qui a fait tout le chemin, et qui font les échanges gazeux, et qui permettent que nous respirions. L'air arrive ici, et il y a un échange gazeux qui se fait à travers cette membrane, qui permet l'oxygène d'être absorbé par le sang, et en même temps de rejeter le gaz carbonique. Et les virus, et donc l'air qu'on inspire, a la capacité d'être en contact avec l'ensemble de ces tissus-là, et ce qui explique en très grande partie les symptômes, je vais y revenir bien sûr après, qui sont rencontrés par les patients qui croisent le coronavirus et les virus respiratoires en général. Alors que se passe-t-il une fois que le virus arrive au contact de ces cellules cibles? Eh bien, partie gauche, vous avez ici le virus, notre SARS-CoV-2, notre coronavirus, en tous les cas celui du moment, qui est reconnaissable à sa forme, vous voyez, à peu près sphérique, et ces protéines de surface donc, qui le couronnent, les spike protéines, donc coronavirus. Et ces protéines spike ont la capacité de reconnaître une protéine de surface qui est présente sur beaucoup de cellules, c'est la partie droite, je vais vous l'illustrer dans un instant, et qui permet au virus de se fixer sur les cellules. Et le fait de se fixer attire une autre protéine, alors qu'il y a un nom à coucher dehors, un TMPRSS2, peu importe, c'est une des protéines de membrane qui a de multiples fonctions dans l'organisme, mais qui permet à beaucoup de récepteurs d'être actifs. C'est une espèce d'auxiliaire du récepteur, si vous voulez, et qui va se lier à la liaison, qui va se lier au virus lié à son récepteur ACE2, et c'est ça qui va déclencher tout le processus de pathogénie qui va permettre au virus de rentrer dans les cellules et de faire en sorte de tuer cette cellule et d'infecter l'organe et de générer des symptômes potentiellement très graves. Alors, est-ce que ce récepteur ACE2, dont on considère donc qu'il est la porte d'entrée, la clé absolument essentielle sans laquelle le virus ne serait pas infectant, est présent? Quand on regarde la langue orale, le plancher de la bouche, la base de langue et d'autres cellules dans la cavité buccale, on voit qu'il y a un niveau d'expression ici en unité arbitraire, mais plus c'est élevé, plus c'est élevé. Donc ACE2 qui est significativement important pour l'ensemble des cellules présentes dans la cavité buccale. Si l'on regarde ici les cellules nasales, alors c'est une autre représentation graphique, là c'est une espèce de petit rond, et le rond, plus le rond est large, plus est élevé l'expression de ce récepteur qui permet la fixation du virus. Et bien dans les cellules nasales, vous voyez, il y a aussi un niveau de fixation très important.
C'est vrai à un moindre degré dans les parties aériennes un peu plus basses, et dans les alvéoles encore moins. Et en fait, ceci explique que finalement, la plupart des gens qui ont une infection à coronavirus ont des symptômes de type ORL, c'est une espèce de rhinopharyngite, je tousse, je crachote, j'ai le nez qui coule et j'ai un peu de fièvre. Et puis plus rarement, et c'est ce que c'est pas la majorité des gens, loin s'en faut, des atteintes pulmonaires plus rares et potentiellement plus sévères. L'autre élément qui est important, c'est celui-ci, qui sont des données issues de ce qu'on appelle le TCGA. TCGA, c'est l'effort collaboratif international de séquençage du génome humain pour The Cancer Genome Atlas, qui est un subtil jeu de mots sur les 4 bases essentielles de l'ADN. Et ce que vous voyez avec ces plots qu'on appelle des violin plots, c'est que finalement, la quasi-totalité des tissus, en conditions normales, expriment ce récepteur ACE2, avec bien sûr des niveaux d'expression qui sont variables. Il y a parfois des outliers ici, mais néanmoins, ce qu'on retient, c'est que c'est une expression quasiment ubiquitaire, et ce qui explique aussi, on le verra aussi tout à l'heure, le fait que c'est une maladie qui peut donner une symptomatologie extrêmement variée, parfois chez certains patients. Ici, vous avez une représentation qui fait suite à ce que je vous expliquais, qui est une vision en microscopie électronique de la partie d'une cellule. Vous avez ici la membrane cellulaire, donc qui est l'enveloppe, le sac dans lequel se trouve la cellule. Et puis, en coloration artificielle, des vésicules, enfin ce qu'on appelle des organites intracellulaires qui contiennent des particules virales et qui sont la preuve par microscopie électronique que le virus a la capacité de pénétrer dans une cellule et une fois qu'il y a pénétré, de se reproduire, autrement dit de se refabriquer et par là d'être réinfectant pour les cellules avoisinantes, etc., etc. Donc ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est le coronavirus, qu'est-ce que c'est? Le coronavirus, grosso modo, comment il se transmet? Et le coronavirus, comment il rentre dans les cellules humaines, principalement par les voies aériennes supérieures et potentiellement un peu inférieures, autrement dit le poumon profond. Enchaînons. Une fois qu'on a dit tout ça, on a été confronté donc à une épidémie avec des patients qui ont des présentations cliniques extrêmement variées, qui vont du patient infecté asymptomatique au patient qui peut être un petit peu atteint ou qui est diagnostiqué parce qu'il y a un test systématique qui est pratiqué et finalement qui est reconnu, qui est identifié comme étant atteint par le coronavirus, par le SARS-CoV-2, qui éventuellement est grave et puis qui éventuellement peut décéder ou qui à chacune de ces étapes de diagnostic peut guérir soit spontanément, soit sous l'effet des traitements. Et donc, il y a pas mal d'épidémiologistes qui ont utilisé ce type de modélisation pour comprendre, alors ça n'est pas très spécifique au coronavirus, mais ça s'applique très bien au coronavirus, les différentes étapes cliniques dans lesquelles on pouvait observer des patients ou ne pas les voir. Pour les patients symptomatiques, si on ne les détecte pas et que les gens ne consultent pas et qu'on ne fait pas de test particulier, ce sont des patients qu'on ne verra jamais et qui passeront de manière inaperçue dans le cas de l'épidémie. Alors, ce type de modèle est assez intéressant parce qu'il a pu être utilisé, oui, de manière un peu simplifiée, notamment par les chercheurs donc, de l'EHESP, qui est l'école des hautes études en santé publique, ce qui est schématiquement l'école qui va former tout l'encadrement des hôpitaux, en dehors de Curie, qui est un hôpital particulier puisque son directeur est médecin, mais on a bien sûr des membres de la direction issus de l'école de santé publique. C'est l'école des directeurs de Rennes, en fait. Et donc, en modélisant ainsi, de manière simplifiée, l'épidémie, les différentes situations dans lesquelles peut se trouver un patient, ces outils-là ont été utilisés pour notamment évaluer l'apport du confinement. Pourquoi le confinement? Parce que le confinement, ça permet, l'objectif, c'est de limiter les interactions spatiales et physiques, donc que les gens se touchent au cours d'une épidémie en grande partie aéroportée. Et ces modèles ont été utilisés pour essayer d'évaluer le nombre de lits d'hôpital qui étaient nécessaires. Vous avez suffisamment entendu parler de la crise majeure que ça a engendré dans les hôpitaux, à l'Institut Curie comme ailleurs. Et ce modèle est validé au sens où finalement la modélisation qui est en gris là et les nombres et les lits réels demandés qui est en rouge, vous voyez, ont parfaitement concordé.
Autrement dit, il a été possible à partir de ces modèles-là de construire la courbe qui permettait de prévoir la nécessité, la quantité nécessaire de lits d'hospitalisation. Et ça, c'est très important parce que ça permet de montrer, quand on l'applique aux situations confinées ou non confinées, l'efficacité du confinement. Et en termes de santé publique et de messages portés aussi bien à l'échelon individuel, puisque l'épidémio, c'est faire de l'individu et du collectif en même temps, eh bien, vous avez là dans le Grand Est et l'Île-de-France, qui sont les deux régions les plus touchées, ce qui se serait passé sans confinement, autrement dit la nécessité d'avoir des lits, notamment de réanimation, avec la ligne rouge ici étant le nombre de lits maximum, autrement dit, ce qu'on aurait pu faire au maximum des capacités des hôpitaux d'Île-de-France, autrement dit en transformant quasiment tout en service de réanimation. Bien, vous avez vu qu'on a été asymptotique à cette capacité maximum parce qu'on a mis le confinement en place. Et sans confinement, Île-de-France ici, Grand Est ici, je me suis trompé, mais le message est le même, eh bien, sans confinement, on aurait définitivement saturé et fait sauter le système sanitaire français. Grâce au confinement, très vraisemblablement, en tous les cas selon cette modélisation, on a réussi à peu près à stabiliser les choses. Et de fait, c'est ce qui s'est passé avant même que l'épidémie commence à décroître, comme elle décroît là depuis maintenant plusieurs jours. Alors voilà un état des lieux mondial, hein. Ça c'est le dashboard de Johns Hopkins à Baltimore, fait partie des sources d'épidémie mondiale les mieux faites. Donc c'est une photo, hein, c'est une photo intentée, là qui date de hier après-midi, quand j'ai fini de préparer cette présentation. Vous avez l'épidémie telle qu'elle est vue aujourd'hui, 2 900 000 cas. Les cas français qui se figurent là, 160 000, et les décès français qui sont donc un peu plus de 22 000 actuellement. Bon, ce qui donc fait une mortalité importante, hein, de plus de 10% pour les cas détectés. Pour les cas totaux, c'est difficile à dire puisqu'on comprend bien qu'il y a une grande partie de la population qui est certainement exposée, pas détectée, pas symptomatique. Alors, c'est important pour la vision globale, c'est aussi important de comprendre ce qui se passe sur le territoire. Et ça, pour nous, c'est des éléments fondamentaux parce qu'on s'attend à plusieurs conséquences en matière de décès des patients. La première, et ça ce sont les données d'INSEE du 13 avril, elles ont peut-être été actualisées, mais je n'ai pas vu d'actualisation depuis, qui vous montre la courbe finalement quotidienne des décès enregistrés, qui sont enregistrés par l'INSEE, 2018 en bleu, 2019 en rouge et le pic de 2020. Autrement dit, on voit bien que depuis le début de l'épidémie et du pic majeur de l'épidémie en France, il y a un excès quotidien de décès enregistrés par l'INSEE tout à fait important, puisqu'on passe de 1800 à 2400, hein, donc ça fait 50% d'augmentation, ce qui est absolument considérable. Alors ce qu'on ne sait pas du tout, c'est si cette courbe-là va rester comme ça au-dessus, soit parce que l'épidémie continue, et donc on va avoir un volant de surmortalité lié à une épidémie continue. Ce qu'on craint aussi, c'est qu'il y ait une surmortalité secondaire parce que retard au traitement, parce qu'on ne sait pas très bien où sont passés les infarctus, parce que nous-mêmes, nous avons une baisse de nos consultations et de nos urgences oncologiques, et certainement, ça aura un retentissement en matière de santé publique aussi dans les mois à venir, et ça, il va falloir qu'on y soit très attentif. On ne s'attend pas du tout forcément à ce que la courbe jaune, au contraire, passe en dessous, ce qui pourrait être une possibilité en disant les gens qui devaient mourir ici, puisque c'est beaucoup de gens âgés, on va le revoir, finalement ils sont morts avant, donc on ne les récupérera pas ici. C'est possible, on verra bien. Aujourd'hui, on n'en sait rien et on va rester très attentif à ces données-là. Un autre élément important, c'est bien sûr la répartition sur le territoire. La maladie est arrivée par Mulhouse, ça, on le sait. Et il y a une espèce de gradient est-ouest pour le nombre de morts, hein, bon, voilà, qu'on voit tous. Mais surtout, ce qu'on a bien observé, et c'est important pour nos pratiques, c'est le lien existant entre les décès, l'âge, hein, ce sont essentiellement les personnes de plus de 60 ans, 70 ans qui décèdent, et plus particulièrement les hommes. Et alors ça, ce sont les nombres bruts, enfin absolus plutôt, de décès. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que le fatality rate, autrement dit le taux de mortalité lié à la maladie, est également plus élevé chez l'homme. Il y a des petites explications, on y reviendra dans un instant. Tout n'est pas si clair que ça part un peu dans tous les sens. On ne sait pas encore très bien pourquoi il y a plus de mortalité chez l'homme que chez la femme. Une autre manière d'illustrer cette question est la question de la pyramide des âges, avec des modélisations qui commencent à apparaître, très intéressantes. Vous avez ici comparé
la pyramide des âges de l'Italie en bleu et donc les traits pleins bleus, et de la Corée du Sud en rouge, qui est, vous voyez, une population plutôt plus jeune. Oui, il y a plus de rouge ici, là, sur les bords extrêmes, et moins de rouge dans les tranches les plus âgées. Et là, ça se traduit en mortalité attendue par le corona, qui est moindre en Corée qu'en Italie. Et une des explications, au-delà des considérations sociologiques, distanciation sociale, hygiène, respect du confinement, port de masque, qui sont certainement aussi des explications qui ont leur part de validité, mais les explications importantes, c'est la pyramide des âges. C'est une maladie qui tue beaucoup plus les personnes âgées que les personnes jeunes. Et donc, ça s'illustre très bien quand on compare, par exemple, Italie et Corée du Sud. Vous avez des données africaines également émergentes de cet ordre-là, et qui semblent aller tout à fait dans le même sens. Alors, quelles photos nous avons aujourd'hui, comme ça, globalement, de l'épidémie? En tous les cas, quelles projections on peut imaginer en faire? Eh bien, on est quelque part par ici, probablement, en tous les cas en France, c'est-à-dire... mettons ici, là, au croisement du violet et du rouge. Donc, il y a moins de malades et moins de morts. Ça, c'est probablement vrai. En tous les cas, les chiffres quotidiens ont l'air de le montrer. Et les gens commencent à fatiguer. Les équipes médicales sont très fatiguées, les équipes soignantes sont très fatiguées. Et je pense que les citoyens sont très fatigués parce qu'on ne travaille pas, parce que tout ça représente un traumatisme majeur. Je pense qu'on va suffisamment en parler dans les mois et les années à venir. Mais pour le vivre au quotidien, je peux vous assurer que c'est tout à fait véridique. Et ce que nous craignons, c'est ça, hein, c'est la deuxième vague. Les Chinois commencent à publier des papiers de modélisation de la deuxième vague, ça fera peut-être partie de notre discussion tout à l'heure, et on verra bien ce qui se passe. Et puis ce que nous craignons, nous en particulier en cancérologie, c'est ça, c'est cette espèce de rebond de gravité ou de mortalité pour des maladies graves qui ont été sous-traitées pendant quelques semaines. Et parfois, quelques semaines, ça fait la différence dans des maladies comme le cancer ou les maladies cardiovasculaires, qui sont, je le rappelle, les deux grandes causes de décès dans les pays occidentaux. Et il va falloir être vigilant aussi à ça. Alors, si l'on s'intéresse maintenant, une fois qu'on a vu comme ça les données un peu générales et virologiques élémentaires et épidémiologiques élémentaires, quelles sont les données cliniques plus médicales, si vous voulez? Alors, avec l'expérience qui a été très vite acquise, puisqu'il y a eu très vite des dizaines et des dizaines de patients dans tous les hôpitaux, voici une assez bonne modélisation de ce qui se passe chez les gens. Pas forcément chez tout le monde, pas forcément au même moment, mais ça représente assez bien la vision qu'on en a. Il y a une maladie initiale, l'infection précoce, qui répond avec une réponse virale. Et ça, c'est le plus fréquent. Hein, c'est-à-dire, j'ai un peu de fièvre, je tousse, j'ai quelques anomalies biologiques, on en redira un petit mot. Et puis souvent, ça passe. Et même dans l'immense majorité des cas, ça passe tout seul. À titre personnel, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai toussé, j'ai eu de la fièvre, ça a duré 3 jours et c'est terminé tout seul, j'ai rien fait. Et j'ai guéri comme un grand. Mais j'ai eu de la chance. Vous avez une phase intermédiaire, qui est la phase pulmonaire, on va y venir aussi, qui se caractérise par le fait d'être essoufflé, d'avoir la fréquence cardiaque qui augmente, bien sûr la toux qui persiste. La fièvre peut diminuer, elle n'est pas forcément toujours présente. Il y a des anomalies radiologiques et d'autres anomalies biologiques. Et puis il y a quelques patients, alors qui sont ceux qui sont susceptibles de décéder, qui développent une phase hyperinflammatoire avec ce qu'on appelle un orage cytokinique, c'est-à-dire une sécrétion majeure, tout à fait anormale en qualité, donc en type de biomarqueur, et tout à fait anormale en termes quantitatifs de marqueurs de l'inflammation, hein, qui entraînent des tableaux fébriles absolument majeurs et des réactions pulmonaires et souvent diffuses absolument majeures aussi, et qui peuvent entraîner le décès dans un certain nombre de cas. En face de tout ça, vous voyez que finalement, à chaque étape de la maladie, il y a des réponses thérapeutiques possibles, bien sûr, je reviendrai dans un instant, mais qui ne sont pas forcément les mêmes au même moment. Et donc, il va falloir aussi, on a appris à identifier les différentes phases de cette maladie. Ce n'est pas une maladie qui se comporte de la même manière ni chez tout le monde, ni chez une même personne dans le temps. Alors, sans faire un catalogue infernal des signes cliniques, ce n'est pas forcément le plus intéressant, il faut que vous ayez quand même quelques idées claires pour la discussion. Donc, il y a beaucoup de cas asymptomatiques. État clinique peu sévère dans 80% des cas. Donc, tout ça vient de la première grande série de 44 000 cas des données chinoises. 80% étaient donc peu symptomatiques. Et puis, un petit pourcentage nécessitait une hospitalisation. Et puis, un petit pourcentage encore nécessitait un passage en réanimation. Vous avez suffisamment entendu parler de la réanimation depuis quelques semaines. Réanimation, ça veut dire une intensité de soins absolument majeure, du matériel lourd,
Et ce passage en réanimation est en général un signe de gravité, puisque plus de la moitié des gens en réanimation décèdent. Peut-être un peu moins maintenant parce qu'on a appris à mieux maîtriser la réanimation, mais en tous les cas, au début de la maladie, ça a été absolument catastrophique. Alors, quelques trucs très simples. Il y a, au-delà de la toux, de la fièvre, j'ai le nez qui coule et tout ça, il y a deux symptômes qui sont très, très fréquents, qui sont ce qu'on appelle la lymphopénie. Alors, c'est quoi la lymphopénie? Les lymphocytes, c'est une catégorie de globules blancs, qui sont les globules blancs qui ont pour fonction principale, pas unique, mais principale, de fabriquer des anticorps, et qui ont aussi pour fonction de générer une partie de la réponse inflammatoire et de mobiliser les autres cellules de l'immunité en réaction à une agression, que ce soit une infection virale, une infection bactérienne, un cancer, une blessure, un corps étranger, ce qu'on veut. Et la lymphopénie est expliquée par à la fois une consommation de lymphocytes par la réaction à l'infection virale, et puis il y a probablement aussi des phénomènes biologiques qui font que les lymphocytes sont moins facilement fabriqués. Un lymphocyte, ça ne vit pas très longtemps, donc il faut le renouveler rapidement, et donc ils sont consommés et pas renouvelés. Et l'autre élément, donc ça c'est une prise de sang, hein, c'est de la prise de sang tout à fait banale. Et l'autre élément, c'est la pneumonie, c'est-à-dire la maladie pulmonaire. Vous avez là une série de scanners pulmonaires. Alors, juste pour que vous ayez vous puissiez comprendre ce qui se passe, ce truc-là au milieu, c'est le cœur et les gros vaisseaux, l'aorte artère pulmonaire. Ces machins-là, ces tuyaux-là, ce sont les bronches. Donc, c'est par là que le virus, par l'aérosol, va arriver dans le poumon. Les petits traits ici que vous voyez là, ce sont les vaisseaux. Ce qui est noir, c'est de l'air. Et ce qui est blanc autour, c'est la cage thoracique, les muscles et tout le bazar. Ce qui n'est pas normal, ce sont ces petites plages blanches. Vous devinez qu'il y a des petites plages blanchâtres ici par rapport au noir. Eh bien, les plages blanches, ce sont le début de la réaction inflammatoire du poumon en réaction à l'infection virale. Vous avez une autre image ici. Et puis, vous voyez qu'il y a des situations où ça peut s'amplifier, se préciser, être beaucoup mieux visible. Et ce sont chez des patients qui, en général, sont moins bien sur le plan clinique, un peu plus essoufflés. Bref, vous voyez qu'ils sont les gens qui passent en fait dans cette deuxième phase de la maladie que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, bien sûr, ça peut s'aggraver et donner, vous voyez, une atteinte plus étendue ici, ce côté grisé là qu'on voit dans une bonne partie du poumon. Et puis, si on veut aller plus loin, chez certains patients, environ 15% des cas qui font une pneumopathie, ça donne ce qu'on appelle le SDRA en français ou le SARS en anglais, donc le syndrome de détresse respiratoire aiguë ou Severe Acute Respiratory Syndrome. Et vous voyez, chez cette patiente, qui est une patiente qui avait été hospitalisée chez nous et qui a guéri complètement d'ailleurs, eh bien, elle avait un poumon, vous voyez, qui était quasiment complètement atteint par le coronavirus. C'est une patiente qui a été très mal pendant plusieurs jours, mais on a eu la chance de réussir à l'en sortir, et avec une atteinte absolument diffuse. Bien sûr, des mesures de réanimation, des soins assez importants, et elle a réussi à passer ce cap aigu, tant mieux pour elle. Donc oui, une gradation là tout à fait impressionnante dans les symptômes. L'insuffisance respiratoire aiguë, les opacités bilatérales, c'est le machin blanc. Pas d'argument pour un œdème, ça c'est un petit truc médical pour dire qu'on fait la différence avec un truc tout à fait classique, l'œdème aigu du poumon de l'insuffisance cardiaque, qui est beaucoup plus fréquent, qui peut avoir des images un peu similaires. Et puis ce qu'on appelle l'hypoxémie, c'est-à-dire que la traduction de tout ça, c'est que les échanges gazeux qui se font dans le petit sac que je vous montrais au début du topo, se font plus ou se font très mal à cause de l'œdème, de la réaction qui est présente dans le poumon. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, toujours du point de vue clinique, c'est que tout le monde ne fait pas ce syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et il y a des facteurs associés qui permettent de l'anticiper et d'être plus attentif pour les soins, d'avoir des critères d'hospitalisation, des critères de transfert précoce en réanimation, d'oxygénothérapie, comme l'âge, on l'a vu tout à l'heure, le fait d'être un homme, d'être hypertendu ou diabétique. Et vous remarquerez d'ailleurs que le cancer n'apparaît pas tellement dans ces critères-là. Le fait de se présenter avec une température très élevée est aussi quelque chose de grave, ou de développer une température très élevée. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans cette histoire d'orage cytokinique. Et puis, il y a des anomalies biologiques, les globules blancs variés, l'albumine, les syndromes, toutes ces protéines-là qui sont des protéines de l'inflammation, qui jouent un rôle important dans la gravité. À ceci s'ajoutent plusieurs choses. Comme je vous ai dit que le coronavirus pouvait aller un peu partout, il y a des troubles neurologiques de type accident vasculaire, troubles de la conscience, coma, lésions musculaires de type myosite, donc les gens ne peuvent plus bouger.
Alors c'est exceptionnel, mais ça a été bien décrit. Des tableaux de gastro-entérite, tout à fait banal, mais en cette période, les gens qui font une gastro-entérite, on suspecte fort que ce soit lié au coronavirus, et le coronavirus, on le trouve très très bien dans les selles. Il y a des atteintes cutanées qui ressemblent à une maladie qui s'appelle le lupus, et qui est en fait indirectement l'atteinte vasculaire par le coronavirus. Des coagulopathies, parce que ça donne des embolies pulmonaires, donc des caillots dans les vaisseaux, et tout ça peut aussi entraîner des altérations rénales. Enfin, il y a quelque chose sur le plan clinique qui a été assez fréquemment observé, qui sont des anomalies du cœur, alors soit purement biologiques, c'est-à-dire que tous ces machins-là, c'est des trucs qu'on dose dans le sang et qui peuvent témoigner d'une dysfonction cardiaque qui peut être absolument invisible pour le patient, mais qui se traduit uniquement biologiquement. Il peut y avoir tous ces trucs-là, la tachyarrhythmie, bradyarrhythmie, QT intervalle, ce sont des notions de troubles du rythme. Donc le cœur fonctionne à peu près correctement, mais avec un rythme qui n'est pas normal. Et tout ça peut se traduire par une insuffisance cardiaque, un syndrome coronarien, une myocardite, une hypotension, bref, des tableaux cardiaques qui sont beaucoup plus sévères et qu'on a observé parfois chez certains patients, plutôt ceux à risque, enfin, terrain cardiovasculaire sous-jacent, mais ce n'est pas une obligation. Hein. Il y a eu des myocardites décrites chez des gens très jeunes et qui n'avaient aucun terrain médical particulier. Juste parenthèse, on suppose d'ailleurs que les très rares morts de la grippe commune, la grippe saisonnière qu'on rencontre tous les ans, sont faites probablement des morts par myocardite, autrement dit d'atteinte virale tout à fait atypique, exceptionnelle. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs ça survient, mais qui peut entraîner le décès de manière tout à fait inattendue. Alors, de manière schématique, une fois qu'on a compris qu'il y avait ces différents symptômes qui pouvaient exister, qui pouvaient varier dans le temps, qu'il y a des facteurs de gravité potentiels, voilà en fait la typologie des patients coronavirus telle qu'on la conçoit actuellement. Une bonne partie de forme asymptomatique, et ça concerne tous ceux d'entre nous probablement qui se sont plaints de rien. Une partie importante de symptômes légers à moyens, c'est ce que j'ai appelé la rhinopharyngite, la petite gastro-entérite, le G38 pendant 2 jours et ça passe tout seul. Les symptômes plus importants, donc, ils peuvent nécessiter hospitalisation, des images pulmonaires que vous avez vues, la lymphopénie, quelques troubles biologiques. Et puis les symptômes extrêmes, et une bonne partie, voire la moitié ou plus de ces patients-là qui ont des symptômes extrêmes vont décéder. Donc vous voyez que ça fait une petite partie d'une petite partie. Ce n'est pas une maladie gravissime sur une population générale, mais c'est une maladie gravissime par son caractère très polymorphe, très imprévisible, et qui peut toucher paradoxalement parfois des gens très jeunes, même si ce n'est pas la majorité. Enfin, ce qu'on commence à observer, maintenant qu'on a un petit peu de recul, même si la grande partie des gens n'ont rien du tout, ils récupèrent très très bien, parmi ceux qui développent des symptômes critiques, il y a une partie, donc ça fait, vous voyez, 1% ou 2% des gens peut-être, vont développer des atteintes pulmonaires résiduelles, donc garder en fait des séquelles pulmonaires de cette pneumopathie à coronavirus. On ne sait pas encore très bien ce que ça va donner, si c'est transitoire pour quelques semaines à quelques mois, ou si c'est définitif, ou si ça va durer 2 ans et dans 2 ans ils seront guéris. Sincèrement, on ne sait pas très bien aujourd'hui, mais ça fera partie des points de vigilance tout à fait importants auxquels on va s'atteler dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et puis, avant de parler des traitements, on a aussi modélisé, même si vous savez très bien qu'il n'y a pas de sérologie, autrement dit de diagnostic par anticorps dans le sang disponible à ce jour, ce qu'on pense être la cinétique des anticorps. Les anticorps immunoglobulines M sont les premières synthétisées en général, et puis elles disparaissent, elles sont relayées par des IgG, immunoglobulines de type G, il y en a plusieurs variétés. Les tests commencent, ils sont de fiabilité variable, tout ça est un peu compliqué. On espère que ce graphique théorique trouvera une réalité dans un avenir très très proche. Alors une fois que je vous ai raconté tout ça, il faut bien traiter les gens. Donc comment on fait? Eh bien, on a un patient. On recueille, si vous voulez, des éléments d'évaluation initiaux, l'âge et puis le terrain du patient. On a vu tout à l'heure, homme, diabète, etc. On fait des prises de sang, on fait des scanners, on mesure la fonction respiratoire, éventuellement on peut imaginer d'autres systèmes d'évaluation. Et donc tout ça nous donne une évaluation précoce du patient qui est à bas risque, donc peut-être pas très grave, ou plutôt à haut risque. Et donc le suivi après et les mesures thérapeutiques, donc en fonction de la fréquence respiratoire, de la saturation en oxygène, de la fréquence cardiaque ici, heart rate, vont conduire ou pas le patient vers des unités de soins intensifs et de réanimation, qui sont tous ces aspects-là, antibiotiques et autres, étant uniquement les aspects de traitement symptomatique. J'ai un patient qui est essoufflé, qui a de la fièvre, je vais le traiter pour son essoufflement et pour sa fièvre.
mais je ne le traite pas pour sa maladie vraiment. Je fais juste le traitement symptomatique et je l'aide à récupérer des fonctions d'organes qui sont dégradées par la maladie. Ce qu'il faut faire, en tous les cas, ce qu'on espère, c'est pouvoir développer des stratégies antivirales, c'est-à-dire des traitements qui vont s'adresser aux causes de la maladie. Alors, je vous ai mis deux schémas tout à fait similaires, mais qui sont un petit peu complémentaires. Vous avez les sources, et qui vous montrent, d'une part, le cycle viral, donc le virus qui est ici, la spike protéine, la protéine de liaison associée, la TMPRSS2, l'internalisation, la fabrication des particules virales, le réassemblage viral ici, et ce qu'on appelle l'exocytose, donc le fait que le virus repart, en fait, soit dans la circulation, soit dans d'autres parties du corps. Et chacune de ces étapes est assez bien connue parce que la famille des coronavirus et les principes de réplication virale, en fait, sont connus depuis très très longtemps. Donc on n'a pas quelque chose de nouveau sur le plan de la mécanique moléculaire de ces maladies-là. Ce qui suppose donc qu'on a toute une série d'approches thérapeutiques qui sont listées là et qui peuvent potentiellement s'adresser à chacune ou plusieurs de ces étapes du cycle viral, avec comme idée de l'interrompre, en se disant si on interrompt le cycle viral, eh bien, on aura un effet thérapeutique. La chloroquine, dont on a tellement parlé, interagit avec ce qu'on appelle l'endocytose, donc qui est le mécanisme initial de rentrée du virus dans la cellule. Donc on manque toujours de preuves cliniques, on va laisser de côté M. Raoult, j'espère qu'on n'en parlera pas trop. Et puis vous avez des étapes enzymatiques absolument fondamentales de protéases ici qui sont très importantes pour la reconstitution du virus après, ou de la RNA polymérase qui est l'enzyme qui va permettre au virus de reconstituer son patrimoine génétique avant le réassemblage final. Et puis on peut bien sûr imaginer l'interaction avant l'entrée du virus dans la cellule avec les plasmas convalescents, des médicaments qui vont bloquer l'interaction avec TMPRSS2, etc., etc. Donc on a avec ce type de schéma toute la théorie du traitement antiviral. Pour évaluer ce traitement, il y a plein d'essais thérapeutiques en cours, mais un principal en Europe qui s'appelle Discovery, avec un essai qui est jumeau aux États-Unis qui s'appelle Serenity, et qui en fait a comparé ce qu'on appelle le standard of care, c'est-à-dire ce que je vous disais, antibiotiques, réanimation, etc., à standard of care plus tout ou partie des médicaments antiviraux. L'essai est en grande partie terminé, on attend les résultats demain, fin de semaine, début de semaine prochaine, donc c'est imminent. Les bruits de couloir du milieu médical ne sont pas très encourageants, j'aime autant vous le dire, mais attendons pour voir. Et puis, il y a tout un tas de vaccins qui sont en cours de développement. Donc, la première partie de la diapo là, du 9 avril, donc il y a une quinzaine de jours, et vous avez les vaccins en cours d'exploration en phase 1, vous voyez qu'il y en a très très peu, donc on est de première administration à l'homme. C'est inégalement réparti sur le continent, ce que vous voyez là. Et surtout, c'est intéressant si vous posez la question des modalités d'organisation de la recherche biomédicale. Ben oui, c'est beaucoup private industry. Les vaccins, c'est compliqué à faire et les académiques ne savent pas le faire, donc c'est surtout de la recherche industrielle. Et ça a été mis à jour il y a quelques jours là, avec des détails sur la modalité vaccinale. On ne rentrera pas dans le détail absolu. Mais enfin, le principe d'un vaccin, c'est d'avoir un antigène lié au virus. Alors, ça peut être une protéine, ça peut être l'ARN, ce qu'on veut, et d'interagir avec ça pour favoriser la réponse immunitaire. C'est le principe général de la vaccination. Donc, en résumé, j'ai quasiment terminé, puis on pourra discuter. Le Covid-19, la maladie, donc il y a ce virus qui s'appelle SARS-CoV-2. Donc c'est une maladie virale qui est aéroportée par les gouttelettes, qui est extrêmement polymorphe, vous l'avez compris dans sa présentation clinique, les patients atteints, le type de symptômes, et qui est toujours en cours de découverte. C'est une maladie dont on n'a pas fait le tour, loin s'en faut, avec des formes atypiques, une gravité qui n'est pas toujours prévisible. Alors les gens âgés, certainement, au-delà de ça, on ne sait pas très bien. Une immunologie, j'ai absolument pas eu le temps de détailler là, mais qui est compliquée au sens quelle réponse je vais éliciter et comment je vais adresser cette réponse d'un point de vue thérapeutique. Et surtout aujourd'hui, il n'y a aucun traitement, en tous les cas aucun traitement antiviral qui est validé. Ça, c'est une certitude, il n'y a aucun traitement qui est validé. Et donc on est vraiment dans une phase encore d'épidémiologie à toute vitesse, qui prend un sens médical, sociétal, politique absolument majeur. Alors pourquoi politique? Pourquoi je vous dis ça? Juste pour conclure, parce que les éditoriaux se succèdent dans les journaux et je pense que c'est assez intéressant. C'est très rare de voir quelque chose qui génère autant d'énergie de l'ensemble des corps de la société, avec des réflexions sur pourquoi ça a mis le système de soins tellement en difficulté. Alors après, on est un peu dans la politique.
parfois un peu polémiques, mais certainement les questions méritent d'être posées. C'est-à-dire qu'on a bien vu que nos systèmes de soins étaient à bout de souffle et qu'il suffisait d'un petit truc comme ça en plus, un petit truc, parce que 20 000 morts sur 500 000 morts par an en France, c'est pas non plus énorme d'un point de vue épidémiologique, et j'espère ne choquer personne en disant ça. Mais il suffit d'une phase suraiguë comme ça pour mettre à mal le système. Après, on peut réfléchir, hein, Edgar Morin, Jürgen Habermas nous disent très bien, nous rappellent bien que nous ne savons rien, hein, Socrate nous l'avait dit avant, mais il faut toujours garder ça en tête, c'est-à-dire que la médecine et la science sont des océans d'incertitude. De temps en temps, on acquiert de la connaissance qui nous aide à avancer, on repart pour un tour, hein, c'est les îlots de certitude auxquels fait allusion Edgar Morin, et je suis profondément convaincu de ça. Et surtout, et il faut garder notre raison. On n'a jamais vu autant de papiers publiés qui ne sont pas peer-reviewed, qui ont une qualité absolument médiocre, qui n'auraient jamais été acceptés dans des conditions normales. La science se fait en grande partie par les médias, c'est absolument insupportable. Donc il faut que nous, en tant que médecins scientifiques, sachions raison garder et continuons notre effort permanent vers une médecine et une recherche de qualité. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie de votre écoute. Merci Paul. Bravo. On va peut-être prendre quelques questions. Donc,